Au cours de son enquête, Guy Bouten a fait une rencontre qui lui a ouvert les yeux. Une rencontre avec un ancien agent de la sûreté belge. Cet agent secret, aujourd'hui à la retraite, se sent menacé. Il a brièvement fait partie d'une structure parallèle à l'armée secrète officielle. Une structure qui, depuis les locaux de la Sûreté d'État, était chargée des sales besognes dans le royaume. C'était bien, c'était une section tout à fait officielle. C'était très secret, très compartimenté. C'était le recrutement d'agents dormants, avec cache d'armes, etc. Communication par satellite, et voilà. Mais ça, c'était officiel, tandis que l'autre avait l'air absolument pas officiel. Christian Smets me fait venir dans son bureau et me dit « Est-ce que ça t'intéresserait de faire partie... Enfin, Raz voudrait créer une section spéciale. Section spéciale P, ça s'appellerait. Et j'aimerais bien que tu en fasses partie. Est-ce que tu serais éventuellement d'accord ?» Moi, je dis, écoute, pourquoi y faire? Faire du renseignement, enfin, faire des trucs spéciaux, quoi. Je dis, oui, mais dans quel genre? Écoute, tu connais Raz, il est tordu, donc c'est des trucs vraiment tordus de chez tordus. Je sais pas t'expliquer plus. Elle a collaboré à certaines œuvres, pas propres, et qu'alors, on aime bien savoir, on n'aime pas te transmettre à la justice, on n'aime pas te travailler trop avec les autres services, donc on travaille un peu en vase clos. Une armée secrète parallèle au sein des services de la Sûreté d'État. Selon l'enquête de Guy Bouten, les services de renseignement de l'armée avaient également dédoublé leur structure. Un autre réseau d'agents, lui aussi chargé d'exécuter certaines basses besognes. C'est la raison d'État qui empêche qu'on trouve les vrais coupables. Entre les CV1 officiels et les crimes, il n'y a pas de lien. Ce qui est arrivé, c'est que des militaires, des gendarmes, ont créé en Belgique, avec l'appui des Américains, un ST-1 parallèle, un ST-1 bis, si vous voulez, qui a commis ces actes de terrorisme, entre autres pour se défendre contre les communistes, pour déstabiliser l'État, justement pour renforcer les services d'ordre, parce que les Américains considéraient la Belgique comme le ventre mou de l'Europe, et il fallait donc renforcer la police et la gendarmerie. Et fin 85, après le massacre d'Alost, ils ont atteint leur but parce que ces services d'ordre ont été renforcés d'une manière spectaculaire. Les États démocratiques étaient-ils au courant de l'existence de ces armées secrètes? Est-ce que leur Parlement connaissait les activités de ces armées de l'ombre? Qui contrôlait réellement ce réseau au sein des pays membres de l'Alliance? Pendant la guerre froide, les pays d'Europe de l'Ouest étaient censés être libres et démocratiques. Le Parlement doit en principe être tenu informé de la création d'une telle structure. Nous savons aujourd'hui que cela n'était pas le cas. D'ailleurs, lorsque les armées secrètes ont été découvertes en 1990, le Parlement européen a condamné très fortement la création de ce réseau clandestin d'armées secrètes. Il s'agissait donc bien d'une conspiration au sens strict du terme. Un petit groupe d'individus a décidé de créer une structure secrète en se disant que c'était une bonne idée. Toutefois, les parlementaires qui l'ont appris que bien plus tard étaient furieux. Il n'y a plus aucun équilibre entre les pouvoirs et personne pour contrôler ces armées secrètes. Étaient au courant les politiques qui avaient été sélectionnés par la CIA. Les services secrets militaires étaient au courant, notamment le chef qui gérait au sein des services une unité totalement dédiée à l'armée secrète. Était également au courant, au cours des 40 années qui ont suivi la guerre, quelques hommes politiques, des ministres de la Défense, quelques présidents du Conseil, enfin quelques secrétaires d'État tels Cossiga, qui est ensuite devenu président de la République. Une absence quasi totale de contrôle démocratique dans la plupart des pays de l'OTAN,
des armées sous contrôle américain, des alliances avec l'extrême droite. Jusqu'où ces armées secrètes sont-elles allées dans les manipulations politiques? Jusqu'où sont-elles allées dans la terreur? Je voudrais rappeler qu'il existe un document du département d'État américain qui date du début des années 70 et qui concerne la France et l'Italie. Ce document fait référence à la politique internationale d'alors du département d'État. Il y est dit qu'en Occident devaient être utilisés des instruments particuliers tels que l'infiltration des mouvements de gauche ainsi que ceux dont la ligne politique divergeait de celle des autorités en place. Il y est dit que peu à peu, il faut gravir certains échelons en faisant d'abord des attentats démonstratifs pour aller jusqu'aux moyens extrêmes. En fait, il fallait faire en Italie ou en France comme ce qui était fait au Vietnam. Tout cela parce que dans ces deux pays, il y avait des partis communistes et socialistes puissants. Le document cité par l'ancien juge antiterroriste Casson est un manuel d'instruction militaire top secret, signé par le général américain Westmoreland. Il préconise notamment l'emploi de méthodes comme le terrorisme pour lutter contre l'ennemi communiste. Il y aura des moments où les gouvernements montreront de la passivité face aux dangers communistes. Dans ces cas, les agents américains doivent pouvoir lancer des opérations spéciales pour convaincre ces gouvernements et leurs opinions publiques du danger communiste. Décrié par la CIA, ce document a toutefois été authentifié par Ray Klein, un des anciens directeurs de cette même agence. L'Italie est confrontée à une intense effervescence sociale et politique depuis la fin des années 60. Le Parti communiste n'y a jamais été aussi puissant et se rapproche du pouvoir. De cette agitation mal canalisée, naissent une multitude de groupuscules gauchistes qui prônent une lutte armée insurrectionnelle. Parmi eux, les Brigades Rouges, qui ciblent leurs attaques sur l'État et les grandes multinationales. En face, il y a des groupes néofascistes et l'État italien. Personne ne sait au juste combien il y avait de voyageurs dans le restaurant et les deux salles d'attente au moment de la catastrophe. Une catastrophe dont on ignore encore si elle est accidentelle. On a évoqué l'hypothèse de l'explosion d'une chaudière ou si elle est due à un attentat terroriste. La terreur. Le 2 août 1980 à 10h25, une bombe explose dans la salle d'attente deuxième classe de la gare de Bologne en Italie, soufflant tout le bâtiment. Le bilan est de 80 morts, 200 blessés, dont des dizaines très grièvement. Bonjour à tous. À Bologne, en Italie, dans l'explosion de la gare centrale, pour le moment, aucune preuve qu'il s'agit d'un attentat. J'avais les yeux pointés sur Cossiga et Santo Vito. Je me souviens que Santo Vito voulait nier les faits objectifs. Il préférait dire qu'il s'agissait sans doute d'une explosion due à une fuite de gaz. J'ai tout de suite eu le sentiment que le chef des services secrets connaissait la vérité et qu'il voulait brouiller les pistes de l'enquête. Le sénateur Sergio Flamini est aux côtés des plus hautes autorités italiennes à Bologne dans les heures qui suivent l'explosion. La police soupçonne spontanément les Brigades Rouges. Le gouvernement de Francesco Cossiga accrédite la thèse de l'accident, puis celle de l'extrême gauche. Plusieurs groupuscules d'extrême droite ont pourtant revendiqué l'attentat. Cette impression de manipulation, cette tentative de pollution d'une enquête, un homme, le procureur de la République de Bologne, va la subir de plein fouet. C'era qualcosa di estremamente grave da nascondere. Cela a été très dur de découvrir cette réalité.
Dès les premiers instants de l'enquête, il y a eu une série impressionnante de gesticulations de nos services secrets, notamment le SISMI, qui était en fait aux mains de la loge maçonnique P2. D'ailleurs, j'ai découvert lors de mon enquête sur l'attentat de Bologne que tous les services secrets du pays étaient littéralement inféodés à cette loge maçonnique. En dépit d'obstacles considérables et de nombreux bâtons mis dans les roues de l'enquête, la police arrête les membres d'un groupe d'extrême droite appelé NAR, les Noyaux Armés Révolutionnaires. En 1995, ils sont reconnus coupables d'avoir commis l'attentat de Bologne et d'homicide volontaire, au terme d'une procédure judiciaire qui a duré plus de 15 ans. Un verdict à minima qui ne satisfait pas complètement les parties civiles de Bologne. J'avais déjà eu affaire à ce type d'attentat avec celui de la place Fontana, dans lequel j'avais réussi à faire condamner 2 néo-nazis qui appartenaient à la loge maçonnique P2. Pour Bologne, j'ai réussi à faire condamner les 3 terroristes coupables et aussi, cette fois-ci, ceux qui les avaient protégés. Il reste encore beaucoup à faire. Il manque encore les commanditaires de cet attentat, même s'il faut souligner que c'est l'un des rares attentats pour lequel on a pu condamner les exécutants. L'enquête est par contre encore ouverte sur les commanditaires. Pourtant, la piste remonte jusqu'au glaive, l'armée secrète italienne, la loge maçonnique P2 et son grand maître, Licio Gelli. C'est lui qui aurait manipulé ces néo-nazis avec le soutien de responsables du service secret militaire italien. Faute de preuves scientifiques déterminantes, ils ne sont accusés que d'avoir fait obstacle à cette enquête. Entre autres, quand on regarde de près l'enquête qui a été menée sur cet attentat, on s'aperçoit qu'elle a sans cesse été sabotée. Les services secrets savaient parfaitement à l'avance ce qui allait se passer. Ils le savaient dès la veille de l'attentat et ils n'ont rien fait pour arrêter les assassins. À partir du moment où il était évidemment impossible de dire que c'était autre chose qu'un attentat, il y a eu sabotage de l'enquête. Et ça continue encore aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un moyen de protéger ceux qui ont commandité cet attentat. Gelli, Pazienza et des responsables des services secrets sont condamnés à plusieurs années de prison. Tous des hommes de l'armée secrète. Pazienza, chef adjoint des services en 80, agent de la CIA et proche de l'OTAN, était notamment accusé d'avoir placé une bombe dans un train en 1981. Des explosifs identiques à ceux de Bologne afin d'égarer les pistes des enquêteurs. Le grand chef des services secrets en 80, un autre homme de Gelli, le général Santo Vito, devait lui aussi être condamné. Ce dernier est décédé pendant le procès, avant qu'il ne puisse donner les commanditaires de l'attentat de Bologne. Gelli reconnaît aujourd'hui que c'était un homme à lui. Les services secrets italiens savaient qui était leur chef. Leur patron avait été nommé par moi lorsque je dirigeais la loge P2. J'avais fait nommer le général Micheli, le général Giuseppe Santo Vito et aussi l'amiral Martini. Ils étaient des nôtres. Donc, pendant de longues années, les chefs des services secrets prenaient leurs ordres chez ceux qui les avaient nommés, c'est-à-dire moi. Un aveu dont la portée est terrible pour la démocratie italienne. C'est un attentat couvert par l'État. Cette obstination, tous ces efforts mis en œuvre par les plus hautes instances politiques pour couvrir les véritables coupables n'ont aucun sens.
si ce n'est effectivement pour dissimuler les responsabilités de l'État et du monde politique. C'est effectivement un cas de terrorisme d'État, un cas de guerre secrète, d'opération clandestine qui a eu lieu pendant ces années. Un prix, un très lourd tribut que nous avons dû payer pour la guerre froide. Une démocratie bloquée, une démocratie manœuvrée depuis l'extérieur. Notre pays était manœuvré par la CIA. Les choix des présidents de la République, ceux des chefs des gouvernements étaient tous décidés depuis l'étranger. Je l'ai compris très tard, beaucoup trop tard. C'est ce qui explique que Cossiga a toujours protégé un homme comme Gelli, qui était en fait une créature de la CIA et des États-Unis. C'était un personnage très important. Les armées secrètes de l'OTAN ont fait l'objet d'une commission d'enquête en Italie. Cette structure secrète y a été sévèrement jugée. Mais une condamnation à portée limitée. Ceux qui sont derrière, ceux qui savaient, les commanditaires de ces attentats, n'ont été et ne seront sans doute jamais punis. Cette stratégie de la tension visait à déstabiliser l'ordre public pour stabiliser l'ordre politique. C'était ça, cette philosophie. Ceux qui ont utilisé cette stratégie dans le monde politique visaient en fait à rendre toute alternance politique impossible. Ils voulaient un régime pérenne, comme cela est le cas aujourd'hui. À part l'Italie, la Belgique et la Suisse, dans le reste de l'Europe, aucun responsable politique et militaire n'a eu à rendre de compte sur les armées secrètes. À part ces 3 pays, aucune commission d'enquête n'a tenté de faire la lumière sur ces armées secrètes. Quant aux États-Unis et l'OTAN, les maîtres d'œuvre de ces armées, ils n'ont jamais voulu réagir. Nous leur avons pourtant demandé de s'expliquer. Nos questions sont restées lettres mortes.